Merci, merci beaucoup. Voilà, c'est... Comment dire? C'est un film sur lequel on a tous tout découvert. Euh, vous avez vu, les acteurs sont évidemment pas connus, hein. Vous avez tous compris qu'il s'agit d'une revisitation, d'une adaptation de Roméo et Juliette contemporain. Et donc, j'ai mis un moment à me lancer dans cette histoire en me disant mais je suis sûr que quelqu'un l'a déjà fait. Et puis finalement, c'est pour ça qu'il est crédité au générique comme collaboration au scénario. J'ai déjeuné un jour avec un copain, Chabi Molia, un réalisateur, et je lui ai raconté l'histoire. Je ne l'avais pas écrite, hein. Mais je lui ai dit voilà, je pense à faire ça, mais il me dit, mais c'est dingue, pourquoi personne n'a jamais fait ça avant de repartir de Roméo et Juliette de façon contemporaine? Mais j'ai dit, si, ça existait euh, en comédie musicale, puisque voilà, West Side Story, c'est ça aussi. Quand on écrit un scénario, d'habitude, quand on arrive aux trois quarts de l'écriture, on se pose déjà la question de savoir qui va interpréter les rôles. Et on a toujours une petite idée. On se dit, tiens, ce rôle-là, je pourrais le confier à lui. Ce rôle-ci, je pourrais le confier à elle. Bon. Là, aucune idée. 16 ans, on ne sait pas du tout vers qui on va aller, quoi. Et donc, c'est casting pur et dur. Et on rentre dans le dur, comme on dit, et casting sauvage, quasi, quoi. Et alors, pour elle, on avait mis des petites affichettes dans tous les cours d'art dramatique de la région, du Grand Paris, de toute la région parisienne, toutes les petits cours de théâtre qu'il peut y avoir à sortie des lycées et tout. Et en fait, Sabrina, elle était encore au lycée, et en sortant du lycée, elle allait prendre des cours, enfin, elle allait dans un cours d'acteur, quoi, pour faire du théâtre. Et elle a vu cette affichette euh, qui disait qu'on cherchait une jeune fille qui avait du tempérament, sensible et déterminée. Elle m'a dit, moi, sensible et déterminée, ça me va, j'y vais. Et donc, elle a noté l'adresse mail de la directrice de casting. Elle est allée prendre son cours. Et ça, elle me l'a avoué il n'y a pas longtemps. Quand elle est ressortie de la salle, elle est retournée au tableau d'affichage et elle a arraché l'affichette, pour être sûr que personne du cours allait lui griller aller se présenter à sa place. Et voilà, on en a vu 80, Nora, hein, beaucoup, hein, et puis 50 Léo, à peu près. Et moi, j'en ai retenu 7 ou 8 filles et 3 ou 4 garçons. Oh, les garçons, c'était pauvre, waouh, vraiment, c'était pas terrible, quoi. Mais sur les 3 ou 4, il y en avait 2, je me suis dit, c'est bien, il va se passer quelque chose. Et elle, je l'ai fait venir une fois, 2 fois, 3 fois, d'abord seule, puis après avec des Léo, qui n'étaient pas Taylor. Et puis, on a travaillé. Alors, elle était super. Moi, elle me touchait énormément et je me disais, elle y arrive pas, mais elle me touche tellement qu'elle rend fade les autres. Les autres à côté font pas le poids, quoi. Donc j'ai continué à travailler avec elle. Et il y a un jour quand même où je me suis posé des questions parce que je dis pas qu'elle surjouait, mais on voyait qu'elle jouait la comédie tout le temps. Elle en faisait un petit peu trop et surtout, elle se regardait jouer, était toujours en train de se recoiffer, de faire des mics et tout comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ok, elle a aucune expérience, mais c'est pas possible qu'elle comprenne pas que ça peut pas être comme ça. J'essayais de lui expliquer gentiment qu'il fallait que ça soit elle, que je voulais la voir elle, qui elle était elle, avec le texte, mais elle, et pas qu'elle joue la comédie.
Elle disait oui, mais elle n'y arrivait pas. Et à un moment, elle a senti qu'elle n'arrivait pas à donner ce que je lui demandais et qu'elle allait probablement passer à côté de ce rôle pour elle, première fois et tout. Et j'ai vu ses yeux briller de larmes. Elle était ouais, à deux doigts de craquer. Et je lui ai dit, mais te mets pas dans cet état-là, c'est pas grave. Elle me dit, si, c'est grave. Et je dis, bah, tu sais quoi, puisque tu es dans cet état-là, de tension, là, on repart au début et on refait la scène. Et il y avait un garçon en face d'elle, c'était pas Taylor. Et elle est revenue, elle a fait la scène chargée comme ça de cette émotion-là, en essayant de contenir ses larmes, parce qu'il n'était pas question qu'elle pleure, mais elle était formidable. Et après, je lui ai montré sur la petite caméra, plus petite que celle-là encore, qu'on avait ce qu'elle avait fait, là, je la filmais moi. Et là, j'ai vu dans son regard cette jeune fille de 16 ans comprendre ce que c'était que jouer un rôle comme ça. C'est-à-dire, elle n'avait pas du tout joué, elle avait été elle-même, elle s'était laissée embarquer par le sentiment, elle avait lâché prise. Et je lui ai dit, tu te sens capable de le refaire? Elle a réfléchi quelques secondes et elle me dit oui, avec une détermination incroyable. Et elle est repartie, elle a recommencé. Moi, je dis jamais aux acteurs euh, action ou partez ou rien du tout. C'est eux qui tiennent les rênes à partir du moment où le moteur de la caméra tourne. Donc je leur dis, vous vous mettez là au départ, là, et nous on tourne. Mais même quand on était en 35 et que ça coûtait cher, je faisais pareil. Je disais, et quand vous êtes prêts, vous y allez. C'est vous qui dites, c'est vous qui dites action. Et donc je lui dis la même chose. Et je lui dis, quand tu es prête, tu y vas. Et on attend là, et ça dure, et ça dure. Il se passe, je sais pas, peut-être 30 secondes où rien, quoi. Puis j'entends, ça y est, j'y suis. Et hop, elle a radiné, elle l'a refait de la même façon. C'était vraiment super. Et donc, ça, c'était avec un autre Léo. Et le lendemain, Tello est venu. Et quand Tello il est arrivé pour faire ses essais, et il s'est retrouvé non pas en face d'une comédienne qui venait jouer Nora, non, il s'est retrouvé en face de Sabrina, quoi. C'était elle, quoi. C'était elle qui jouait, elle était dans la peau de Nora, vraiment, quoi. Et du coup, il a été tout de suite impeccable. Parce que lui, il a un truc qui est dingue, c'est qu'il est hyper relax, hyper décontracté. On a l'impression qu'il s'en fout complètement. Et que c'est aussi pour ça qu'il est naturel. Mais il bosse. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec le texte au rasoir et à cette répétition-là. Et voilà, et il ouvrait la bouche, il disait les mots, et c'était ses mots à lui, alors que c'était les mots du film, quoi. Eh ben, je vous assure que cette répétition, cette séance de répétition-là, pour moi, c'était magique, parce que voilà, je sortais de 1 an et demi d'écriture, et d'un seul coup, j'avais les personnages devant moi, quoi. Waouh, c'était fort, quoi. C'était vachement bien. Alors, je ne sais pas bon, ce qui se passera avec le film, hein. C'est pas une période très propice au film d'auteur, on va dire. Mais en tout cas, moi, je sais que déjà, ce qui est gagné, c'est eux, quoi. Et que je ne sais pas ce qui va être leur futur, mais en tout cas, elle, je lui souhaite une très belle, et très longue et très belle carrière, quoi. Lui, il a déjà un peu démarré et tout, mais elle, elle arrive. Pardon? Oui, il fait des séries télé. Et puis en fait, c'était un enfant acteur. Il a joué dans 3 films, mais il l'avait pris petit. C'est une trilogie de comédies qui s'appelait C'est quoi cette famille? Après, c'était, je sais pas, enfin, c'est des comédies un peu. C'est quoi ce papy, c'est quoi cette mamie et tout. Donc ils l'ont fait grandir, quoi. Et donc il est sur un plateau, il est comme chez lui. Depuis qu'il a 8 ans, il est sur un plateau. Donc ce côté-là. Mais ce qu'il a fait dans le film, là, ça, il ne l'avait jamais donné. Et il m'a dit, ah oui, là, c'est un autre. C'est autre chose, quoi. Voilà. Moi, je les trouve formidables tous les deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je les trouve vraiment bien, hein. Ouais. Ils m'ont surpris à chaque. Puis alors, il y a un truc, c'est que
puissance qu'ils ont, cette juvénilité, cette détermination et tout. Moi, il y a des jours, j'avais l'impression de faire mon premier film grâce à ça. Vous voyez, et ça vaut tout l'or du monde, je trouve. Ah bon? Il y a un petit souci, bon, c'est mieux ça? Ouais, bon, bah, voilà. Bah, en fait, j'occupe un peu le terrain après la projection parce que je sais d'expérience qu'après le film, j'ai toujours des gens qui me regardent en silence pendant un quart d'heure. Donc je parle pendant un quart d'heure. Et après, normalement... Et après, peut-être qu'il y a des gens que ça intéresse de faire un commentaire sur le film ou de poser une question ou de me dire quelque chose. Voilà. Mademoiselle. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Je m'appelle Virginie. Je suis bouleversée par votre film. J'ai une jeune fille de 16 ans qui est à côté de moi, Jeanne, son petit ami Sacha. Une belle histoire d'amour, je crois, qui commence entre les deux. Je les gêne un petit peu. Et ils sont tous les deux au lycée Paul Doumer. Donc le lycée où le film a été tourné. C'est un très chouette film. Les acteurs sont magnifiques. Bah oui, on a tourné à Paul Doumer, je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'habite le Perreux-sur-Marne. Et il y avait le Covid, et on n'avait pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi. Et moi j'avais écrit ce film qui devait se tourner dans une banlieue, indéterminée. Et donc j'ai fait les repérages moi-même pendant le confinement, en sortant promener mon chien. À 1 kilomètre de chez moi, j'ai fait un périmètre autour de chez moi. Mais en fait, ce lycée, je le connais parce que moi, j'y étais quand j'étais gamin. Donc voilà. Et je me suis rendu compte qu'après tout, il n'y avait pas besoin de chercher midi à 14h. C'était tout là qu'il fallait faire ça, quoi. J'avais tous les décors, quasi, quoi. On a tourné la cité... J'aurais pu la tourner au bout de l'avenue à Champigny, mais en fait, je l'ai faite à Romainville. Et l'hypermarché, j'aurais pu le faire à la Lisière. Là, il y en avait un, mais on en a trouvé un autre, un Cora, qui nous laissait tourner, parce que quand ils ont vu le scénario, ils n'étaient pas très enclins à ce qu'on vienne péter leur truc comme ça, quoi. Donc voilà, c'était un peu chaud. Et la station de RER, c'est Villiers-sur-Marne. C'est pareil, là, il fallait avoir les acceptations de la SNCF pour... parce que vous voyez ça dans un film américain, il faut vous dire que ils ont construit la gare, ils ont fait venir un train, ils ont que des figurants. Enfin, je sais, moi j'avais fait un film qui s'appelait Tomber du ciel, et Spielberg avait fait un truc un peu dans le même genre qui s'appelait Terminal. Moi j'avais tourné à Charles de Gaulle, et lui il avait reconstruit l'aéroport. C'est pas le même budget. Hein? C'est pas le même budget. C'est pas le même budget, non? Et donc, et là, c'est ce qui se passe dans la gare, là. On l'a tourné au milieu, avec un vrai train, avec des vrais gens qui descendent du vrai train et tout. C'est un enfer, parce que quand on fout un bordel comme ça, sur un quai de gare avec un train qui arrive, déjà la SNCF, ils ont tellement peur qu'il y ait un accident qu'ils nous empêchent de tout faire. Finalement, on réussit à passer comme dans le chat d'une aiguille et on arrive à tourner comme on veut. Mais évidemment, il y a des tas de gens qui descendent du RER et puis qui voient ces garçons qui se courent après et qui se foutent des marrons et les autres qui les suivent avec une caméra, alors ils regardent comme ça. C'est juste s'ils ne font pas coucou à la caméra. Donc c'est un peu compliqué à tourner. Voilà. Mais voilà, on a trouvé des solutions. Je voulais justement rebondir sur ce que vous dites. On n'a pas besoin de l'autorisation en France du droit de l'image. On peut tourner des images comme ça sans que ce soit des figurants payés. Sur le quai, il y a plein de figurants, à nous. Oui, et il y a même des figurants dans le train qu'on a emmenés à la gare d'avant et qui descendent à celle-là et qui masquent les vrais gens qui descendent. Oui, il y avait des vrais gens. Mais vous savez ce qu'on fait avec les vrais gens? On leur demande après s'ils sont d'accord. Et s'ils n'ont pas regardé la caméra et qu'ils ont juste fait leur truc, ils restent dans le film, sinon on les efface. Un par un, en post-prod.
un bazar, je ne vous raconte pas. La séquence, elle coûte une fortune aussi, mais ça coûte moins cher que de construire une gare et de faire venir un train. Vous voyez, c'est un peu compliqué, quoi. Je vous remercie pour cet excellent film qui m'a beaucoup ému. Je voulais juste savoir si vous souhaitiez faire passer des messages, je veux dire, au niveau sociologique ou autre, à travers ce film, ou si c'est simplement une histoire parmi tant d'autres. Non. Faire passer des messages, non, c'est juste remettre les... En fait, il n'y a rien de vraiment inventé dans tout ça, puisque tout ça, c'est des choses que j'ai plus ou moins connues. Quand j'avais fait un film qui s'appelait « Je vais bien, ne t'en fais pas », il y a quelques années déjà. Et on tournait dans un lycée à Vigneux. Et en sortant le soir du tournage, j'allais récupérer ma voiture et je passais devant un abribus où il y avait un jeune couple qui se serrait très fort et qui pleurait tout le temps. Un soir, 2 soirs, 3 soirs, ils étaient tout le temps là. Et dès que le bus arrivait, la fille, elle montait dedans et le bus partait, elle l'emmenait. Et un enseignant m'a dit, je les connais, lui dans ma classe, il s'est passé un truc entre les familles terrible, je ne sais pas ce que c'est, mais ils n'ont plus le droit de se voir et ils sont malheureux comme les pierres. Et en fait, elle habite au bout de l'avenue, là-bas, à la cité de la Croix-Blanche. J'ai rien inventé, hein. Elle était déjà, c'était à Vigneux, il y avait cette cité. Et lui, il vit sur les bords de Seine, là, dans les boucles de la Seine, une maison d'architecte et tout. Il y a plein de pognon. Le truc formidable, c'était ce lycée qui est l'endroit qui gomme toutes ces différences, justement. Et c'est ça que le film raconte. Parce qu'en fait, Shakespeare, les Capulet et les Montaigu, on ne savait pas pourquoi ces 2 familles étaient rivales. Mais de toute façon, mais quoi qu'il en soit, elles l'étaient. Ils se foutaient des coups d'épée à chaque fois qu'ils se croisaient. Mais eux, les 2, ils s'en foutent. La seule chose qui les intéresse, c'est cette merveille de cette première rencontre, de cet âge incroyable, de cet âge de tous les possibles, et aussi qui a ce goût exquis de la première fois. Entre 15 et 17 ans, cette rencontre, elle est incroyable, quoi. De tout ce que ça change, tout ce que ça peut faire exploser dans le corps et dans la tête, c'est un truc magique et magnifique, quoi. Moi, c'est surtout ça que je voulais montrer. Mais en faisant ils s'embrassent les 2 là-haut, là. Oh là 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 là, faudrait vous filmer. Non, mais vous voyez, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment magnifique. Et voilà, alors, il y a un truc qui me dérange, c'est que je me suis retrouvé dans la position délicate. J'ai voulu stigmatiser personne, hein. Vraiment pas la famille musulmane du tout. Mais évidemment, j'ai essayé comment dire, de donner à voir un peu de subtilité dans tout ça. Parce que si on voit le frère, par exemple, le frère Tarek, dans l'histoire, là, c'est juste une victime. Il est victime d'une injustice terrible. Et en fait, tout démarre parce que personne ne le croit. Même sa sœur ne le croit pas. Parce que, évidemment, à 22 piges, le gars, il a fait des conneries déjà, évidemment. Mais voilà, donc elle ne le croit pas. Puis elle est en rogne parce qu'il a perdu son boulot. Parce que, mine de rien, il gagnait sa vie, qu'il ramenait un salaire, quoi. Et que ça la fout en colère. Et lui, ça le fout en colère. Et le seul truc qu'il voit pour faire chier sa sœur, c'est de l'empêcher de voir ce garçon. Qui, en plus, est le fils du mec qui l'a viré. Ça le rend dingue. Puis comme elle n'en a rien à foutre de ce qu'il lui raconte, parce qu'elle n'a jamais été sous le joug de son grand frère, mais du coup, lui, il va en parler au père, qui va se retrouver devant... Il va mentir, il va lui dire qu'elle se fait peloter dans la rue, après ça, qu'elle couche avec lui. Et elle n'a même pas 16 ans encore. J'imagine le père, arabe ou pas, peu importe, ça fait pour plaisir. Quand on vous dit que votre gamine de 15 ans, elle couche avec un mec, c'est sûr que c'est pas... Tout ça mis au... Voilà, c'est... En tout cas, je ne voulais pas appuyer sur le bouton clivage, hein, c'est sûr. Dans la famille de Léo, je vous donne la parole tout de suite, madame.
Mais dans la famille de Léo, c'est pas mieux, hein. Moi, quand j'avais 16 ans, mon père, il m'a dit, il y a peut-être d'autres gens à fréquenter que ceux des boulots. Voilà. J'ai trouvé ça d'une violence incroyable, quoi. Non, il n'y a pas d'autres gens à fréquenter que ceux de la Croix-Blanche. Pourquoi? Je trouve que justement vous ne stigmatisez pas, puisqu'en fait ce sont surtout les pères qui sont le patriarcat est malgré vous très critiqué, et j'en suis heureuse parce que le père, en fait le premier père ne croit pas, il accuse d'un vol alors qu'il n'a aucune preuve et il accuse directement. Donc en fait il n'est pas question de stigmatiser une famille ou une autre, puisque les deux pères sont aussi emportés dans un fait social qu'ils ne maîtrisent pas, mais le père du garçon, justement, accuse directement alors qu'il n'a aucune preuve, et Tarek prend un coup de la société dont il n'est pas directement responsable, et je pense que vous avez très très bien montré ça, donc merci. Et en plus, je pense que même lui, c'est pas du tout. Il vire pas Tarek parce qu'il a volé une bouteille, il n'en sait rien, il ne le saura jamais. Et comme il dit au directeur des ressources humaines, il lui dit on ne le retrouvera jamais de toute façon. Mais il le vire parce qu'il parle mal à son supérieur. Oui, mais il l'accuse quand même. Pas lui, il l'accuse pas. C'est le supérieur qui, c'est le chef de rayon qui l'accuse. Mais lui, il le traite. Il le traite mal, parce que c'est vrai que ce type est franchement un gros con. Oui. Et il lui dit t'es vraiment un enfoiré. Oui. Et lui, franchement, Franck, le père de Léo, il ne peut pas laisser deux personnes. C'est ce qu'il lui dit. Hein. Il lui dit avec ce que vous avez dit à monsieur machin, là, le chef de rayon, vous ne pouvez plus travailler ensemble. Et lui, c'est Dédé, évidemment, que c'est lui qui gicle. Ça fait 3 semaines qu'il est là. C'est pas l'autre. Donc voilà, il fait son boulot de patron. Il fait en sorte que les gens puissent travailler ensemble sans s'insulter. Et il se fait virer à cause d'un mot, enfoiré. Et le truc paradoxal, c'est que quelques jours plus tard, il se fait virer pour le même mot. Tout à fait. Donc, vous voyez, c'est... En fait, je vais vous dire... tout ça existe, tout ça est source de débat, et c'est pour ça aussi qu'on est là, on en parle. Moi, personnellement, j'ai enseigné dans le Bois-l'Abbé à Champigny, donc oui. Je pense que c'est tout à fait... vous connaissez bien, oui. Oui, je pense que vous êtes complètement dans les faits sociaux, les gens sont pris, finalement, dans des faits sociaux qu'ils ne maîtrisent plus, et puis, effectivement, ils en deviennent quelquefois victimes, et quelquefois, effectivement, ça donne des drames absolus. J'en ai connu. Donc, merci beaucoup pour eux, en tout cas, parce que je pense que c'est très important de faire un film comme ça, puis de montrer un si bel amour à 16 ans. Bonjour. Je pense que ce que j'ai vu le plus, c'est en fait 2 cultures complètement différentes qui, la même chose se passe depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Moi, je sais qu'il y a 60 ans, j'étais plus jeune, j'étais petite, et que les mêmes choses se passaient parce qu'il y avait 2 cultures complètement différentes et que chaque culture ne connaissait pas complètement ou ne comprenait pas complètement celle des autres. Et donc, cette histoire de la fille qui est avec quelqu'un d'autre, etc., pour certains frères, c'est le drame total, et les parents. Et je pense que c'est vraiment culturel. Évidemment, c'est culturel, mais comme par hasard, le niveau social a à voir aussi. Parce que quand il y a de telles différences de mode de vie, ça aide pas à se comprendre. Franchement, entre ce que... Il y a toujours une différence entre certaines cultures. Il y en a qui ont oui, que les autres. Oui. Bah, évidemment qu'il y a toujours ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, on va pas faire une thèse là-dessus, mais l'immigration maghrébine, après l'indépendance de l'Algérie, par exemple,
la quantité de harkis qui sont arrivés en France et qu'on a mis dans des cités de transit en leur disant c'est pour 3 mois. Il faut savoir qu'ils y sont quasiment encore, quoi, et que ça n'a pas aidé à les faire progresser socialement. Donc, bon, voilà. Mais si vous voulez, je pense que tout démarre, là, par un micro-fait de racisme. De racisme, parce que... Un délit de faciès, parce que le chef de rayon, là, quand il lui dit Tarek, viens voir. Mais pourquoi il y avait probablement Florent à côté? Ça aurait pu être Florent, viens voir. Non, c'est Tarek, viens voir. Et ça commence comme ça. Voilà, bon. Alors évidemment, moi je ne veux pas faire une thèse là-dessus. Je leur disais à tous, pendant le tournage, je leur disais, moi il n'y a que 3 mots qui comptent. C'est tension du récit, mouvement permanent, parce qu'on est tous en mouvement, vous, nous, la caméra bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas tant que ça, parce que la caméra, je fais en sorte qu'elle ne se voit pas trop. Mais en tout cas, elle est tout le temps en mouvement. C'est tension du récit, mouvement et intensité des personnages. Ça, c'est vraiment les 3 trucs. Je voulais faire un thriller avec ça. Je ne veux pas que ça s'arrête, quoi. Oui, madame. Oui, bonjour, monsieur Lioré. Donc, déjà, merci pour cette proximité, parce que, c'est pas tout le temps qu'on peut rencontrer le réalisateur du film qu'on vient de voir. Surtout sur Netflix. Là, c'est carrément impossible. Voilà. Mais c'est super, quoi. Franchement, tout le monde ne le fait pas, tout le monde n'a pas la démarche, vous l'avez, et je trouve ça génial. Alors, le film, merci pour le film, effectivement aussi. Ça m'a remis 40 ans en arrière, quand j'avais 16 ans également. On a tous connu effectivement des amours un peu tumultueux, surtout à cet âge-là, on ne sait pas trop, mais après il y a des forces d'amour qui éclatent de sincérité, et c'est vrai que dans ce film-là, ça redonne aussi de l'espoir à différentes communautés qui peuvent effectivement des fois s'écarter et justement par les préjugés, par le racisme, etc. Et bon, merci pour ce film. Merci beaucoup. Peut-être pour repartir un peu quand même sur la mise en scène du film, il y a quelque chose d'hyper fort en fait, c'est la manière dont tous les lieux petit à petit vont se retrouver contaminés par la peur et la violence. Même les lieux qui au départ étaient des lieux de sécurité, comme le lycée, qui est le lieu des premiers échanges de regards, même la rue où on voit qu'ils se tiennent la main dans un premier temps. D'un coup, cette scène dans la rue, la moto fait immersion, et du coup c'est la menace, et ça devient un lieu surveillé, et un lieu qui redevient hostile pour leur amour. Et petit à petit, on a l'impression qu'il n'y a plus de lieux, si ce n'est des lieux intérieurs peut-être, par un échange de regards, où ils vont pouvoir vivre leur amour tranquillement. Quand on a 16 ans et qu'on n'a pas envie de... et qu'on n'a pas d'endroit à soi. Moi j'ai souvenir de ça. C'est-à-dire qu'elle peut évidemment pas ramener ce garçon chez lui, ils peuvent pas s'embrasser dans la rue, c'est pas trop leur truc, s'embrasser... et oui, alors ils vont chez le garçon, il y a cette piscine là, mais et voilà, ils se font toper en plus là, et ça se passe pas bien du tout avec le père de Léo. Moi j'ai souvenir de ça, j'ai souvenir d'un âge où on ne pouvait pas être ensemble, on ne pouvait pas avoir d'intimité. Mais c'est de ça dont je parle en fait, parce que la violence autour est le seul endroit où ils peuvent se retrouver quand elle est cloîtrée chez elle et qu'on lui a piqué son téléphone et tout, c'est la cave, et c'est un endroit terrible. Pour eux, c'était terrible, vous savez, et pour l'un et pour l'autre, je parle des comédiens là, l'idée de s'embrasser dans la cave d'une cité HLM, là, pour eux c'était difficile parce que c'est tellement synonyme de viol et d'endroits pourris, ces caves. Vous savez que dans l'endroit où on a tourné, là, on les a rouvertes, les caves. Hein. Elles sont toutes fermées. Hein. Il n'y en a plus de caves. Hein. Dans tous les grandes cités, les tours HLM là, à Romainville, toutes les caves sont fermées. Plus personne ne peut rentrer là-dedans. C'est fou. Hein. Ouais. Donc c'était pour eux
c'était un moment. Déjà, c'était difficile parce que voilà, ils n'étaient pas ensemble. Moi, j'ai toujours fait attention à être très respectueux de pas. Quand j'ai eu la première fois le, le père de Sabrina au téléphone, il m'a dit bon, j'ai lu le scénario, il y a quand même beaucoup de bisous, hein. J'ai dit bah ouais, enfin bon, elle est quand même un peu grande. Elle me dit ah non, non, elle est pas grande, elle est toute petite, ma fille. Donc voilà, mais. C'est-à-dire que depuis qu'on a tourné le film, avec tout le bazar du Covid et tout ça, et le temps qu'on a mis à le sortir et tout, maintenant, elle a 19 ans, hein, donc c'est plus un bébé, elle. Mais c'était un moment difficile pour eux, cette cave-là, et en fait, c'était étrange de voir ça. Moi, j'en ai vu plein des acteurs qui s'embrassent dans les films et tout. Mais là... ça les a rapprochés d'une façon... Parce que pour eux, c'était une difficulté terrible de faire ça devant la caméra, devant tous ces gens. J'ai fait vider le plateau, on était une poignée, là. Puis dans la piscine, alors après, on a tourné la piscine après. Alors la piscine, c'était terrible, terrible, terrible. Parce que elle savait pas nager, Sabrina. Elle nageait la brasse petitement. Et donc, voilà, il était question qu'elle aille à la piscine, qu'elle prenne des cours et qu'elle apprenne à nager le crawl, quoi. Elle s'y est mis comme un bon petit soldat. Et lui, il était censé pas nager très bien, et voilà, et c'est son sport. Il a fait de la compète et tout, donc bon. Puis alors, moi j'avais déjà eu ça sur Welcome, hein. Un mec qui sait pas nager, soi-disant, quand le type, son sport au comédien sur Welcome, c'était le water polo. Je peux vous dire qu'il nageait, mais mieux que le maître nageur. Et il faut désapprendre à nager, c'est un truc super compliqué. Bon, lui, il était censé savoir nager, mais pas nager aussi vite qu'elle. Et je savais pas quoi faire, quoi. Il fallait presque que je l'attache avec une corde, hein, donc il la rattrape pas dans l'eau, parce que quand il nage, quoi. Alors j'ai dit, tu mets pas les jambes, hein, juste les bras, hein. Mais finalement, vous voyez, bah, à la fin du film, elle nage très bien. Maintenant, Sabrina, elle nage très vite. C'est ça les films. Elle a fait, je sais pas, elle a fait 3 semaines de cours à raison de 2 heures par jour, quoi. Ah ben oui. Et ben voilà. Le rythme des entrées, le film là. Le rythme des entrées. Ah. Le nombre. Ah, les entrées, c'est catastrophique. Non, c'est catastrophique. Bon, il n'y a rien qui marche trop, mais... Ah oui, tiens, j'avais une question à vous poser. Attendez, vous partez pas tout de suite. Répondez à la question que je veux vous poser, madame. Le film, avant de s'appeler 16 ans, le scénario, dessus, j'avais écrit comme titre « L'embrasement ». Et je voudrais que vous me disiez si le film s'était appelé L'embrasement, si vous auriez plus été le voir que 16 ans. Non? Ah, vous voyez, c'est drôle. Et qui serait plus allé voir L'embrasement que 16 ans? Vous. Ah ben voilà. Non mais parce que moi j'essaie d'expliquer pourquoi il y a un tel refus. Parce que franchement, on a, vous voyez, par exemple, sur Allociné, dans les critiques des spectateurs, on a la meilleure note de tous les films de la semaine. Donc les gens, a priori, ils trouvent que le film est vachement bien. Ils y vont pas. Alors évidemment, on a eu évidemment beaucoup moins d'exposition qu'un film comme Tirailleurs, avec Omar Sy, La Gaumont, on l'a foutu partout. Ils ont un budget de sortie qui est à peu près 10 fois comme le nôtre, donc c'est normal, ça marche. Et même eux, ils marchent pas très bien, mais alors nous, on marche pas du tout. C'est épuisant de voir ça, quoi. J'ai une question à propos de la bande originale, parce que Je vais bien, ne t'en fais pas, moi j'y suis allé parce que quand j'ai entendu la bande-annonce, la bande originale d'Aaron, et donc, et là, est-ce que le groupe australien existe? Est-ce que la bande originale a une vie ou,
Est-ce que vous l'avez choisi ou est-ce que ça a été fait pour le film? Je cherchais un moment, qu'est-ce qui pouvait lui faire écouter qu'elle ne connaissait pas? Parce que c'est sûr que si il lui dit, tiens, il lui donne un truc qu'elle est censée pas connaître et que c'est Beyoncé, et il va se tromper, quoi. Alors, non, j'ai fouillé partout sur Internet et j'ai trouvé ça sur YouTube. Taj Sultana, c'est une musicienne qui a commencé dans la rue à jouer de la guitare avec ses pédales, à faire des boucles et puis à chanter par-dessus. Et puis, elle a été repérée là et elle s'est retrouvée en Californie, dans un festival qui s'appelle California Roots, devant 50 000 personnes. Et c'est voilà. En fait, c'est la captation du concert de ce que vous avez entendu là. Et ouais, ça me plaisait vachement, donc c'est ça qui lui fait découvrir. Non, vous voyez, par exemple, sur l'écran du téléphone, quand on voit Taj Sultana qui joue devant 80 000 personnes, bah ça, les Américains, ils refont ça pour l'image. Nous, on peut pas. Alors, on va le piquer sur YouTube. C'est comme ça. Oui, à propos, monsieur, des deux titres possibles, 16 ans et embrasement, moi je souscris pour 16 ans. Simplement, de mon point de vue, je trouve que le 16 ans est un petit peu restrictif par rapport à tout ce qu'il y a dans votre film. Ce qu'il y a dans votre film, c'est énorme. C'est des milieux sociaux, c'est des attitudes au travail, c'est des attitudes de la police, c'est l'attitude au niveau du collège. C'est tout ça. Il y a énormément de choses dans votre film. Et 16 ans, à mon avis, c'est trop restrictif. Et moi, quand j'ai vu le nom 16 ans dans les affiches au cinéma, c'est grâce à un commentaire que j'ai vu dans un journal, que je ne citerai pas avant, mais qui était dithyrambique sur votre film. Et je me suis dit, bon, 16 ans, pourquoi pas? Si ce critique est aussi favorable, c'est qu'il y a autre chose que les 16 ans. Voilà. Non, mais l'embrasement, ça pouvait être contenu dans ce mot. L'embrasement, ça veut dire le bordel, quoi. Il y avait ça. Et en fait, hein? C'est un mot violent, l'embrasement. Bah oui, le film, il est un peu, quand même. Hein. Tout ce dont vous venez de me parler, c'est quand même, ça parle que de ça. Hein. Enfin bref, voilà. Il s'appelle 16 ans parce que c'est ce qu'on a écrit sur l'affiche, finalement. Et puis que je me suis dit, mais qu'est-ce qui compte dans tout ça? Finalement, c'est eux. C'est d'eux dont on parle, et c'est Roméo et Juliette dont on parle. Et donc, qu'est-ce qui les caractérise le plus? C'est leur âge. C'est entre 15 et 17 ans, c'est cet âge merveilleux dont on a parlé tout à l'heure. Donc, voilà, je suis parti sur ce titre, quoi. À tort ou à raison, je ne sais pas. Bon, je vous remercie beaucoup, quoi qu'il en soit. Ouais, merci de nous avoir accueillis, Nicolas, c'est gentil.